imaginez quelque chose d'extraordinaire. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, des trillions de minuscules particules de lumière bombardent vos yeux à une vitesse de près de 300 000 km par seconde. Chacune de ces particules, appelées photons, a voyagé depuis une source lumineuse, peut-être le soleil, peut-être l'écran de votre téléphone, ou peut-être une ampoule dans votre chambre. Et chacune d'entre elles transporte un message, un paquet d'énergie, une information sur l'univers. Et à l'intérieur de votre écran, des trillions d'électrons dansent dans des motifs précis, orchestrés par des circuits microscopiques pour créer l'image que vous voyez en ce moment. Mais voici ce qui empêche les physiciens de dormir la nuit. La lumière et les électrons ne devraient même pas interagir l'un avec l'autre. Du moins, pas de cette manière si parfaite, si précise, si incroyablement calibrée. Et pourtant, sans cette relation impossible, vous n'existeriez pas. Rien n'existerait. Pas un seul atome, pas une seule étoile, pas une seule pensée dans votre cerveau. Tout ce que vous avez jamais vu, touché, goûté, senti ou pensé existe uniquement parce que la lumière et les électrons entretiennent une relation si profonde, si fondamentale, qu'elle constitue littéralement le tissu même de la réalité. Alors posons la question qui va guider tout notre voyage aujourd'hui. Pourquoi la lumière et les électrons ont-ils cette relation spécifique? Pourquoi cet univers? Pourquoi ces règles et pas d'autres? Pourquoi un photon, cette particule sans masse, qui voyage à la vitesse maximale autorisée par l'univers, interagit-il si intimement avec un électron, cette minuscule particule chargée qui pèse moins qu'un millionième de millionième de millionième de millionième de gramme? Et surtout, que se passerait-il si cette relation était différente, ne serait-ce que légèrement? La réponse à cette dernière question est terrifiante dans sa simplicité. Tout s'effondrerait. Pas métaphoriquement, littéralement. Les atomes se désintégreraient. La chimie cesserait d'exister. Les étoiles ne brilleraient pas. Les planètes ne se formeraient pas. La vie serait impossible. La conscience serait impossible. Vous seriez impossible. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelque chose que moins d'une personne sur 10 000 sur Terre comprend véritablement. Le secret le plus profond qui se cache dans chaque photon et chaque électron de l'univers. Mais avant de plonger dans ce voyage, laissez-moi vous bombarder avec quelques faits qui vont ébranler votre conception de la réalité. Premièrement, chaque seconde, environ 1000 trillions de photons frappent chaque centimètre carré de votre corps. Vous êtes littéralement en train de vous baigner dans la lumière en ce moment. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas directement, mais votre corps est constamment bombardé par une pluie invisible de particules lumineuses. Deuxièmement, l'électron est si incroyablement petit que si vous agrandissiez un atome à la taille d'un stade de football, l'électron serait plus petit qu'un grain de sable quelque part dans les gradins. Et pourtant, ce minuscule grain de sable contrôle toute la chimie. Chaque réaction chimique, chaque liaison moléculaire, chaque processus biologique dans votre corps est gouverné par le comportement de ces particules presque infiniment petites. Troisièmement, et celui-ci va vraiment vous faire tourner la tête, la lumière n'expérimente pas le temps. Du point de vue d'un photon, le moment où il naît et le moment où il est absorbé sont le même instant, même s'il a voyagé
pendant 13 milliards d'années à travers l'univers. Pour un photon émis par une étoile lointaine au début de l'univers et absorbé par votre rétine aujourd'hui, aucun temps ne s'est écoulé. 0. Son voyage de 13 milliards d'années s'est déroulé en un clin d'œil, ou plutôt en aucun clin d'œil du tout. Quatrièmement, chaque fois que vous voyez la couleur rouge, ce qui se passe en réalité, c'est que les électrons dans l'objet que vous regardez ont absorbé toutes les autres couleurs de la lumière visible et ont rejeté le rouge. Et vous voyez ce que l'objet ne veut pas. La couleur que vous percevez est la couleur que la matière a refusé d'absorber. C'est comme si chaque objet vous renvoyait ce dont il n'avait pas besoin, et vous appelez ça sa couleur. Cinquièmement, l'interaction entre la lumière et les électrons est décrite par une seule théorie, l'électrodynamique quantique. Et cette théorie a prédit l'existence de l'antimatière avant qu'elle ne soit découverte. Les mathématiques connaissaient l'existence d'un univers miroir avant qu'aucun être humain ne le soupçonne. L'équation était plus intelligente que le physicien qui l'a écrite. Et sixièmement, si la relation entre la lumière et les électrons était différente de ne serait-ce qu'1%, les atomes seraient instables, la chimie n'existerait pas, et l'univers serait une soupe informe de radiation, sans structure, sans beauté, sans vie, sans personne, pour se demander pourquoi. Et si l'un de ces faits vous a soufflé l'esprit, préparez-vous, car nous sommes sur le point d'entreprendre le voyage le plus profond dans la réalité que vous ayez jamais fait. Appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous si vous êtes nouveau ici, et laissez un commentaire en me disant lequel de ces faits vous a le plus surpris. Et maintenant, plongeons ensemble dans le mystère le plus profond de l'univers. Pour comprendre la relation entre la lumière et les électrons, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la lumière elle-même. Et cette question, qu'est-ce que la lumière, est l'une des plus anciennes questions de l'humanité. Elle a hanté les plus grands esprits pendant des millénaires. Et la réponse, quand elle est finalement venue, était plus étrange que quiconque aurait pu l'imaginer. Remontons dans le temps, très loin en arrière, jusqu'à la Grèce antique, où les premiers philosophes naturels ont commencé à se poser des questions sur la nature de la lumière. Les anciens Grecs avaient un débat fascinant. La lumière vient-elle de vos yeux ou entre-t-elle dans vos yeux? Cela peut sembler ridicule aujourd'hui, mais réfléchissez-y un instant. Quand vous ouvrez les yeux dans une pièce sombre et que vous ne voyez rien, puis que quelqu'un allume une lampe et soudain vous voyez tout, est-ce parce que la lampe envoie quelque chose vers vos yeux? Ou est-ce parce que vos yeux envoient quelque chose qui rebondit sur les objets? Empédocle, l'un des philosophes présocratiques, croyait que nos yeux émettaient des rayons de lumière, comme des tentacules invisibles, qui touchaient les objets et nous permettaient de les voir. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'émission. Platon partageait une version de cette idée. Euclide a même écrit un traité d'optique basé sur des rayons visuels émanant de l'œil. De l'autre côté du débat, des penseurs comme Aristote et les atomistes Démocrite et Épicure pensaient que les objets émettaient quelque chose, de petites répliques d'eux-mêmes, des eidolas ou des simulacres, qui voyageaient jusqu'à nos yeux. C'est la théorie de l'intromission. Ce débat a duré plus d'un millénaire. Plus d'un millénaire. Imaginez, pendant plus de 1000 ans, l'humanité ne savait même pas dans quelle direction la lumière voyageait.
Et puis, au début du XIe siècle, un homme a changé tout cela. Et son nom était Ibn al-Haytham, connu en Occident sous le nom d'Alhazen, et il est souvent considéré comme le père de l'optique moderne. Né à Bassora, dans l'actuel Irak, vers l'an 965, Ibn al-Haytham a écrit un ouvrage monumental appelé le Kitab al-Manazir, ou le livre de l'optique, publié vers l'an 1011. Dans ce livre, il a démontré de manière définitive que la lumière voyage dans l'œil, pas hors de l'œil. Il a utilisé des arguments logiques et des expériences. Par exemple, il a noté que regarder directement le soleil fait mal aux yeux, ce qui n'aurait aucun sens si la lumière venait de nos yeux. Il a également étudié la chambre noire, un précurseur de l'appareil photo montrant comment la lumière d'une scène extérieure entre par un petit trou et projette une image inversée à l'intérieur d'une pièce sombre. Cette observation prouvait que la lumière voyage en ligne droite depuis les objets vers l'observateur. Ibn al-Haytham a également introduit la méthode expérimentale en optique, insistant sur le fait que les théories devaient être testées par l'observation et l'expérience, pas simplement acceptées sur la base de l'autorité philosophique. Son influence a été immense, affectant des penseurs européens comme Roger Bacon, Kepler et bien d'autres. Mais même après qu'Ibn al-Haytham eut établi que la lumière voyage vers l'œil, la question fondamentale restait: que est ce que la lumière? Et est-ce une chose? Un objet? Une substance? Ou est-ce un événement, un processus? Quelque chose qui se produit plutôt que quelque chose qui existe? Cette question allait devenir l'un des plus grands débats de l'histoire de la science. Un débat qui allait durer des siècles et dont la résolution finale serait plus étrange que les deux camps ne l'auraient jamais imaginé. Avançons maintenant jusqu'au XVIIe siècle, l'ère de la révolution scientifique, et rencontrons deux géants dont le désaccord allait façonner notre compréhension de la lumière pendant des centaines d'années. D'un côté, nous avons Isaac Newton, peut-être le plus grand esprit scientifique de tous les temps. Newton croyait que la lumière était constituée de minuscules particules qu'il appelait corpuscules. Ces corpuscules, selon Newton, étaient de petits morceaux de matière émis par les sources lumineuses et qui voyageaient en ligne droite. Cette théorie, la théorie corpusculaire, expliquait élégamment pourquoi la lumière crée des ombres nettes, pourquoi elle se réfléchit sur les miroirs, comme des balles rebondissent sur un mur, et pourquoi elle voyage en ligne droite. Newton a réalisé l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire de la science, l'expérience du prisme. En faisant passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme de verre, il a montré que la lumière blanche se décompose en un spectre complet de couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ce spectre arc-en-ciel prouvait que la lumière blanche n'était pas pure, mais un mélange de toutes les couleurs. Et chaque couleur se réfractait légèrement différemment, ce qui signifiait que chaque couleur avait des propriétés légèrement différentes. Newton a publié ses découvertes dans son Optics en 1704. Et grâce à son immense prestige et à son autorité scientifique, la théorie corpusculaire est devenue la vue dominante pendant plus d'un siècle. De l'autre côté de ce débat se trouvait Christian Huygens, un brillant physicien et mathématicien néerlandais. Huygens proposait quelque chose de radicalement différent. La lumière n'était pas faite de particules, mais était une onde.
comme les ondes sonores qui se propagent dans l'air ou les vagues qui se propagent dans l'eau. Mais la lumière était une perturbation qui se propageait dans un milieu. Huygens avait développé ce qu'on appelle le principe de Huygens, qui stipule que chaque point d'un front d'onde peut être considéré comme une source de nouvelles ondes secondaires, et que le front d'onde, à un instant ultérieur, est l'enveloppe de toutes ces ondes secondaires. Ce principe expliquait magnifiquement la réflexion et la réfraction de la lumière. Il pouvait aussi expliquer un phénomène que la théorie de Newton avait du mal à traiter, la diffraction, c'est-à-dire la capacité de la lumière à contourner légèrement les obstacles et à se propager dans les zones d'ombre. Mais le problème de Huygens était que la théorie ondulatoire nécessitait un milieu, quelque chose dans lequel les ondes pouvaient se propager. Le son se propage dans l'air. Les vagues se propagent dans l'eau. Dans quoi la lumière se propage-t-elle? Huygens a postulé l'existence d'un éther luminifère, un milieu invisible, sans masse, remplissant tout l'espace, à travers lequel les ondes lumineuses se propageraient. Ce concept d'éther allait hanter la physique pendant 2 siècles, jusqu'à ce qu'Einstein y mette fin. Imaginez ce débat comme un procès. Un avocat, Newton, dit que la lumière est comme une balle. L'autre avocat, Huygens, dit que la lumière est comme une vague dans l'océan. Les deux ont des preuves. Et les deux sont passionnés. Et les deux, comme nous le verrons, avaient tort. Et les deux avaient raison. En même temps, ce sont des idées comme celle-ci qui rendent la physique si fascinante. La réalité refuse de se conformer à nos catégories humaines. Mais le verdict dans ce procès allait devoir attendre plus d'1 siècle. Et quand il est finalement venu, en 1801, il est venu sous la forme de l'une des expériences les plus belles et les plus importantes jamais réalisées par un être humain. Son nom était Thomas Young, un polymathe anglais qui parlait couramment une 12aine de langues, qui avait contribué au déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens et qui allait maintenant réaliser une expérience qui changerait à jamais notre compréhension de la lumière. L'expérience de Young, connue sous le nom d'expérience de la double fente, est si élégante dans sa simplicité et si profonde dans ses implications qu'elle a été appelée la plus belle expérience de la physique. Et voici ce que Young a fait. Il a pris une source de lumière et l'a fait passer à travers 2 fentes très étroites, très proches l'une de l'autre, dans un écran opaque. Derrière cet écran, il a placé un 2e écran pour observer le motif de lumière qui apparaissait. Maintenant, si la lumière était faite de particules, comme Newton le pensait, on s'attendrait à voir 2 bandes brillantes sur l'écran du fond, une correspondant à chaque fente. C'est exactement ce qui se passerait si vous tiriez des balles à travers 2 fentes. Vous obtiendriez 2 groupes d'impact. Mais ce n'est pas ce que Young a observé. Au lieu de 2 bandes brillantes, il a vu un motif complexe de bandes alternativement brillantes et sombres, ce qu'on appelle un motif d'interférence. Et ce motif d'interférence ne peut être expliqué que par des ondes. Quand 2 ondes se rencontrent, elles peuvent s'additionner. Interférence constructive, au créant des bandes brillantes, ou s'annuler, interférence destructive, créant des bandes sombres. Pensez à ce qui se passe quand vous laissez tomber 2 cailloux dans un étang calme. Là où les crêtes des ondes de 2 cailloux se rencontrent,
elles s'additionnent pour créer une crête plus grande. Là où une crête rencontre un creux, elle s'annule et l'eau reste plate. C'est exactement ce qui se passait avec la lumière dans l'expérience de Young. Que la lumière passant par la fente gauche et la lumière passant par la fente droite interféraient l'une avec l'autre, créant ce magnifique motif de bandes brillantes et sombres. Cette expérience a prouvé, de manière définitive et spectaculaire, que la lumière est une onde. Newton avait tort, du moins en partie. La théorie corpusculaire ne pouvait pas expliquer l'interférence. Seules les ondes pouvaient faire ça. Et cette découverte a ouvert un nouveau chapitre dans notre compréhension de la lumière. Un chapitre qui allait conduire à l'une des plus grandes révélations de toute l'histoire de la science. Car si la lumière est une onde, que se passe-t-il réellement quand cette onde interagit avec la matière? Quand une vague dans l'océan frappe un rocher, nous comprenons ce qui se passe. L'eau se brise contre la pierre. Mais quand une onde lumineuse frappe un atome, que se passe-t-il? Et cette question allait devenir de plus en plus pressante au fil du XIXe siècle, et la réponse allait nécessiter une révolution complète dans notre compréhension de la physique. Passons maintenant aux années 1860 et rencontrons James Clerk Maxwell, un physicien écossais dont le génie est comparable à celui de Newton et d'Einstein. Maxwell a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il a unifié l'électricité et le magnétisme en une seule théorie. Avant Maxwell, de l'électricité et le magnétisme étaient considérés comme des phénomènes distincts, bien que manifestement liés. On savait qu'un courant électrique crée un champ magnétique, découvert par Ørsted en 1820, et qu'un champ magnétique changeant crée un courant électrique, la loi de Faraday de l'induction, 1831. Maxwell a pris toutes les lois connues de l'électricité et du magnétisme. La loi de Gauss pour l'électricité, la loi de Gauss pour le magnétisme, la loi de Faraday et la loi d'Ampère, et les a réunies dans un ensemble de 4 équations élégantes, connues aujourd'hui sous le nom d'équations de Maxwell. Et quand il a manipulé ces équations mathématiquement, quelque chose de stupéfiant est apparu. Et les équations prédisaient l'existence d'ondes électromagnétiques, des perturbations auto-entretenues où un champ électrique oscillant crée un champ magnétique oscillant qui à son tour crée un champ électrique oscillant et ainsi de suite, où l'onde se propageant dans l'espace sans avoir besoin d'aucun milieu matériel. Et quand Maxwell a calculé la vitesse à laquelle ces ondes devraient se propager, il a obtenu un nombre, environ 299 792 km par seconde. Ce nombre était déjà connu. C'était la vitesse de la lumière qui avait été mesurée expérimentalement par plusieurs physiciens. Coïncidence? Non, absolument pas. Maxwell a compris immédiatement ce que cela signifiait. La lumière est une onde électromagnétique. Donc la lumière n'est pas séparée de l'électricité et du magnétisme. La lumière est l'électricité et le magnétisme dansant ensemble dans un ballet éternel, se propageant à travers l'espace à la vitesse maximale de l'univers. Cette révélation était immense. Elle signifiait que la lumière visible, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, n'était qu'une toute petite portion d'un spectre beaucoup plus vaste d'ondes électromagnétiques. En dessous du rouge, il y a l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio.
Au-dessus du violet, il y a l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Toutes ces ondes sont fondamentalement la même chose, des ondes électromagnétiques, ne différant que par leur fréquence et leur longueur d'onde. Les ondes radio ont des longueurs d'onde de plusieurs mètres, voire de plusieurs kilomètres. Les rayons gamma ont des longueurs d'onde plus petites qu'un noyau atomique. Et entre les deux, aille la minuscule fenêtre de lumière visible que vos yeux peuvent détecter. Une fenêtre qui représente moins de 0,0035% de tout le spectre électromagnétique. Vous êtes presque totalement aveugle à l'univers. La vaste majorité de la lumière qui vous entoure en ce moment, les ondes radio de votre téléphone, les micro-ondes de votre four, l'infrarouge émis par votre propre corps, les rayons cosmiques qui traversent votre chair. Tout cela est invisible pour vous. Et vos yeux sont comme une radio qui ne peut capter qu'une seule station sur des millions. Et puis, il y a la vitesse de la lumière elle-même. 299 792 458 mètres par seconde. Ce nombre est si fondamental que nous devrions l'appeler non pas la vitesse de la lumière, mais la vitesse de la causalité ou la vitesse de l'information. Ah, car ce n'est pas seulement la vitesse à laquelle la lumière voyage, c'est la vitesse maximale à laquelle quoi que ce soit peut voyager dans l'univers. Aucune information, aucun signal, aucune influence causale ne peut se déplacer plus vite que cette vitesse. C'est la limite de vitesse cosmique, et elle est inscrite dans la structure même de l'espace-temps. Albert Einstein, dans sa théorie de la relativité restreinte de 1905, a montré que cette vitesse limite a des conséquences extraordinaires. Plus vous vous déplacez vite, plus le temps ralentit pour vous par rapport à un observateur stationnaire. C'est la dilatation du temps. Plus vous vous déplacez vite, plus votre longueur se contracte dans la direction du mouvement. C'est la contraction des longueurs. Et à la vitesse de la lumière elle-même, le temps s'arrête complètement et la longueur se contracte à zéro. C'est pourquoi, du point de vue d'un photon, aucun temps ne s'écoule pendant son voyage, et quelle que soit la distance parcourue. La lumière ne se contente pas d'illuminer l'univers. Elle définit la structure de l'espace et du temps eux-mêmes. Sans la lumière, sans la vitesse de la lumière, les concepts mêmes d'espace et de temps n'auraient pas de sens. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la lumière, cette onde électromagnétique, et que cette perturbation de champs électriques et magnétiques qui se propage à la vitesse de la causalité, il est temps de rencontrer son partenaire dans cette danse cosmique. Il est temps de comprendre ce qu'est un électron. Et pour cela, nous devons revenir à la fin du XIXe siècle, une époque où les physiciens pensaient avoir presque tout compris, une époque d'une arrogance tranquille qui allait bientôt voler en éclats. À la fin des années 1800, la physique semblait presque complète. Les lois de Newton décrivaient le mouvement avec une précision exquise. Les équations de Maxwell unifiaient l'électricité, le magnétisme et la lumière. La thermodynamique expliquait la chaleur et l'énergie. Lord Kelvin, l'un des physiciens les plus éminents de l'époque, aurait même déclaré qu'il ne restait plus que 2 petits nuages à l'horizon de la physique, 2 petites anomalies qui seraient bientôt résolues. Ces 2 petits nuages allaient engendrer les 2 plus grandes révolutions de l'histoire de la science, la relativité et la mécanique quantique. Mais au cœur de la première de ces révolutions se trouvait une découverte fondamentale,
l'atome n'était pas indivisible. Il avait des parties, et la plus importante de ces parties était l'électron. Le mot atome vient du grec atomos, qui signifie indivisible ou incoupable. Les anciens Grecs, notamment Leucippe et Démocrite, avaient imaginé que la matière était constituée de minuscules particules indivisibles, des atomes, qui ne pouvaient pas être décomposés davantage. Et pendant plus de 2 millénaires, cette idée avait persisté. Même lorsque John Dalton a ressuscité la théorie atomique au début du XIXe siècle pour expliquer les lois de la chimie, l'atome était toujours considéré comme la plus petite unité de matière, une bille solide et indivisible. Mais à la fin du XIXe siècle, des expériences avec des tubes à rayons cathodiques allaient révéler que l'atome avait un secret. Les tubes à rayons cathodiques étaient des tubes de verre dont on avait retiré presque tout l'air, avec une électrode à chaque extrémité. Quand on appliquait une haute tension entre les électrodes, un mystérieux faisceau lumineux apparaissait, voyageant de la cathode, l'électrode négative, vers l'anode, l'électrode positive. Ces rayons cathodiques étaient mystérieux. Qu'étaient-ils? Des ondes et des particules? Quelque chose d'entièrement nouveau? En 1897, un physicien britannique nommé Joseph John Thomson a réalisé une série d'expériences minutieuses sur ces rayons cathodiques. En les déviant avec des champs électriques et magnétiques, il a pu mesurer le rapport entre leur charge et leur masse. Et ces résultats étaient stupéfiants. Les particules dans ces rayons cathodiques étaient environ 2000 fois plus légères que l'atome d'hydrogène, le plus petit atome connu, et elles portaient une charge négative. Ces particules étaient les mêmes, quel que soit le matériau utilisé pour la cathode, que ce soit de l'aluminium, du fer, du platine, du cuivre. Les rayons cathodiques étaient toujours constitués des mêmes particules. Thomson avait découvert l'électron, la première particule subatomique connue. Cette découverte était révolutionnaire. L'atome, l'incoupable, pouvait être coupé. Il avait des parties. Il contenait quelque chose de plus petit que lui. Et imaginez que toute votre vie, on vous ait dit qu'une bille de billard était parfaitement solide et lisse. Et puis un jour, vous la cassez et vous trouvez une ville entière à l'intérieur. C'est à peu près ce que Thomson a fait avec l'atome. Thomson a proposé un modèle de l'atome, le modèle du pudding au raisin, dans lequel les électrons négatifs étaient intégrés dans une sphère uniforme de charge positive, comme des raisins dans un pudding. Ce modèle était élégant et raisonnable, mais il allait être spectaculairement démoli seulement 14 ans plus tard. En 1911, Ernest Rutherford, un physicien néo-zélandais travaillant en Angleterre, a réalisé l'une des expériences les plus célèbres de l'histoire de la science. Avec ses collaborateurs Hans Geiger et Ernest Marsden, il a tiré des particules alpha, des noyaux d'hélium chargés positivement et relativement lourds, sur une feuille d'or extrêmement mince. Si le modèle de Thomson était correct, si la charge positive de l'atome était répartie uniformément, les particules alpha auraient dû traverser la feuille d'or avec seulement de légères déviations, comme des balles traversant du papier mouchoir. Et en effet, la grande majorité des particules alpha passaient droit à travers, avec peu ou pas de déviation. Mais certaines, environ 1 sur 8000, étaient déviées à des angles très importants.
et quelques-unes rebondissaient même directement en arrière, revenant vers la source. Rutherford a décrit sa stupéfaction avec une analogie célèbre. C'était presque aussi incroyable que si vous tiriez un obus de 15 pouces sur une feuille de papier de soie et qu'il rebondissait pour vous frapper. Ce que Rutherford a compris, c'est que la charge positive de l'atome n'était pas répartie uniformément. Elle était concentrée dans un noyau minuscule, incroyablement dense, allé au centre de l'atome. Ce noyau contenait presque toute la masse de l'atome, mais n'occupait qu'une fraction infinitésimale de son volume. Les électrons, eux, orbitaient autour de ce noyau à des distances relativement grandes. L'atome était essentiellement du vide. Et pas juste un peu de vide. L'atome est composé à 99,9999999% d'espace vide. Vous êtes composé à 99,9999999% d'espace vide. Si vous enleviez tout l'espace vide de chaque atome, de chaque être humain sur Terre, les 8 milliards de personnes tiendraient dans un seul morceau de sucre. Quand vous vous asseyez sur une chaise, vous ne touchez pas réellement la chaise. Les électrons dans vos atomes et les électrons dans les atomes de la chaise se repoussent mutuellement par la force électromagnétique, créant une illusion de solidité. Vous flottez à une distance microscopique au-dessus de chaque surface sur laquelle vous vous asseyez. Et la matière solide est une illusion créée par les électrons et la force électromagnétique. Mais l'électron lui-même est un objet extraordinairement étrange. Examinons ses propriétés de plus près. L'électron a une masse de 9,1009 fois 10 à la puissance moins 30 et 1 kg, un nombre si petit qu'il défie l'imagination. Il a une charge électrique de moins 1,602 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs, ce qu'on appelle la charge élémentaire. Et il possède une propriété appelée spin. Mais ce spin n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas comme une balle de tennis qui tourne sur elle-même. Le spin quantique est quelque chose de fondamentalement différent de tout ce que nous connaissons dans notre expérience quotidienne. L'électron a un spin de 1,5, ce qui signifie quelque chose de vraiment bizarre. Si vous faisiez tourner un électron de 360 degrés, un tour complet, il ne reviendrait pas à son état original. Il faudrait le faire tourner de 720 degrés, 2 tours complets, pour qu'il revienne à son point de départ. Rien dans notre monde quotidien ne se comporte de cette manière. C'est comme si vous faisiez un tour complet sur vous-même et que vous découvriez que tout est inversé et que vous deviez faire un deuxième tour complet pour que tout redevienne normal. Et voici quelque chose d'encore plus étrange. Tous les électrons de l'univers sont absolument, fondamentalement, parfaitement identiques. Pas simplement similaires, identiques. Chaque électron a exactement la même masse, exactement la même charge, exactement le même spin. Il n'y a aucune caractéristique qui distingue un électron d'un autre. Ils ne sont pas comme des jumeaux identiques, qui se ressemblent, mais sont des personnes distinctes. Les électrons sont indiscernables au niveau le plus fondamental de la réalité. Il existe même une théorie sauvage, proposée à l'origine par John Wheeler et développée par Richard Feynman, selon laquelle
tous les électrons de l'univers seraient en fait le même électron, voyageant d'avant en arrière dans le temps, zigzagant à travers l'espace-temps en créant l'apparence de particules multiples. Quand il voyage vers l'avenir, mais il apparaît comme un électron. Quand il voyage vers le passé, il apparaît comme un positron, l'antiparticule de l'électron. C'est une idée folle, probablement fausse, mais le simple fait qu'elle soit cohérente avec les mathématiques en dit long sur la nature étrange des électrons. Les électrons obéissent également à une règle fondamentale appelée le principe d'exclusion de Pauli, découvert par Wolfgang Pauli en 1925. Ce principe stipule que deux électrons ne peuvent jamais être dans le même état quantique en même temps au même endroit. C'est-à-dire que si un électron occupe un certain état quantique, défini par son niveau d'énergie, son moment angulaire, son moment magnétique et son spin, aucun autre électron ne peut occuper ce même état. C'est cette règle qui explique pourquoi la matière est solide. C'est cette règle qui explique pourquoi vous ne tombez pas à travers votre chaise. C'est cette règle qui explique pourquoi les atomes ont des tailles définies, pourquoi la chimie fonctionne de la manière dont elle fonctionne, pourquoi le tableau périodique des éléments a la structure qu'il a. Sans le principe d'exclusion de Pauli, tous les électrons s'effondreraient dans l'état d'énergie le plus bas. Les atomes n'auraient pas de structure et la matière, telle que nous la connaissons, n'existerait pas. Mais la question la plus profonde et la plus troublante au sujet de l'électron est celle-ci. Où est-il ? Et la réponse à cette question va nous plonger directement dans le cœur du mystère quantique. Le modèle de Bohr de 1913, dans lequel les électrons orbitent autour du noyau comme des planètes autour du Soleil, est une belle image, mais elle est fondamentalement fausse. Les électrons ne suivent pas des orbites définies. Ils n'ont pas de trajectoire. En fait, ils n'ont même pas de position définie tant qu'on ne les mesure pas. C'est le sens du principe d'incertitude de Heisenberg, formulé par Werner Heisenberg en 1927. Il est fondamentalement impossible de connaître simultanément la position exacte et la vitesse exacte d'un électron. Et ce n'est pas parce que nos instruments de mesure ne sont pas assez bons. C'est une propriété fondamentale de la réalité elle-même. L'électron n'est pas comme une bille que nous ne pouvons pas voir clairement. L'électron, avant d'être mesuré, n'a pas de position définie. Il existe dans un état de superposition, une sorte de brouillard de probabilités, présent un peu partout autour du noyau, avec des probabilités différentes. Ce brouillard de probabilités est décrit par ce qu'on appelle la fonction d'onde, et le carré de cette fonction d'onde donne la probabilité de trouver l'électron à un endroit donné. L'électron n'est pas une minuscule bille orbitant autour d'un noyau. L'électron est un fantôme qui ne devient réel que lorsque vous le regardez. Et cette idée, aussi folle qu'elle puisse paraître, est l'une des idées les mieux confirmées de toute l'histoire de la science. Chaque expérience jamais réalisée a confirmé cette nature probabiliste et fantomatique de l'électron. Nous avons maintenant rencontré nos deux personnages principaux. La lumière, une onde de pure énergie qui définit la limite de vitesse de l'univers et qui est à la fois une onde et une particule qui ne connaît pas le temps. Et l'électron, un nuage de probabilités fantomatiques
qui rend la matière solide, qui obéit à des règles bizarres de spin et d'exclusion, qui n'a pas de position définie avant d'être observée. Maintenant vient la question qui va nous emmener au cœur de la réalité. Que se passe-t-il quand ces deux entités se rencontrent? Que se passe-t-il quand un photon frappe un électron? C'est là que les choses deviennent véritablement folles. Et je vous promets que ce qui vient va changer à jamais la façon dont vous voyez l'univers. Si vous appréciez ce voyage, prenez un moment pour appuyer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. La suite va véritablement vous couper le souffle. Pour comprendre comment la lumière et les électrons interagissent, donc nous devons d'abord comprendre la crise qui a donné naissance à la physique quantique, la crise qui a brisé la physique classique et forcé l'humanité à repenser complètement la nature de la réalité. Et cette crise a commencé avec un problème apparemment anodin. Comment un objet chaud brille-t-il? Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Les physiciens étudient un problème appelé le rayonnement du corps noir. Qu'un corps noir est un objet idéalisé qui absorbe toute la lumière qui le frappe et qui émet ensuite un rayonnement thermique en fonction de sa température. C'est une abstraction théorique, mais de nombreux objets réels s'en rapprochent. Quand vous chauffez un morceau de métal, il commence par émettre un rayonnement d'infrarouge invisible, puis il rougit, rouge sombre, puis orange, puis jaune, puis blanc brillant à très haute température. La question était, pouvons-nous prédire exactement combien d'énergie est émise à chaque fréquence pour une température donnée? La physique classique avait une réponse. En utilisant les lois de l'électromagnétisme et de la thermodynamique, les physiciens Rayleigh et Jeans ont dérivé une formule qui prédisait le spectre de rayonnement d'un corps noir. Et cette formule fonctionnait bien pour les basses fréquences, les longues longueurs d'onde. Mais pour les hautes fréquences, les courtes longueurs d'onde, dans l'ultraviolet et au-delà, la formule prédisait quelque chose de catastrophique. Elle prédisait que l'énergie émise augmenterait indéfiniment avec la fréquence, tendant vers l'infini. Cela signifiait qu'un objet chaud devrait émettre une quantité infinie d'énergie dans les hautes fréquences. C'est évidemment absurde. Les objets chauds n'émettent pas une énergie infinie, sinon tout serait réduit en cendres instantanément. Et ce problème a été appelé la catastrophe ultraviolette, et il représentait un échec fondamental de la physique classique. Les équations qui avaient fonctionné si magnifiquement pour presque tout le reste de la physique donnaient ici un résultat complètement faux. C'est alors qu'entre en scène Max Planck, un physicien allemand méticuleux et conservateur, le genre de scientifique qui préférait l'ordre et la continuité aux révolutions. En 1900, Planck a trouvé une formule qui correspondait parfaitement aux données expérimentales du rayonnement du corps noir. Mais pour que cette formule fonctionne, il a dû faire une hypothèse radicale. L'énergie n'est pas continue. Elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Au lieu de cela, l'énergie est émise et absorbée en petits paquets discrets, des quanta. Chaque quantum d'énergie est proportionnel à la fréquence de la lumière, selon la formule E égale H fois F, où H est une nouvelle constante fondamentale, la constante de Planck, et F est la fréquence. Cette constante de Planck est extraordinairement petite, 6,626 fois 10 à la puissance moins 34 joules seconde.
ce qui explique pourquoi nous ne remarquons pas la nature granulaire de l'énergie dans notre vie quotidienne. C'est comme si l'énergie était constituée de pièces de monnaie si minuscules que, pour tous les usages pratiques, elle semblait continue, comme un flux d'eau. Mais au niveau microscopique, au niveau des atomes et des photons et des électrons, cette granularité est absolument fondamentale. Planck lui-même n'aimait pas du tout cette idée. Il l'a qualifiée d'acte de désespoir. Il ne croyait pas que l'énergie était réellement quantifiée. Il pensait que c'était un truc mathématique, une astuce de calcul qui donnait le bon résultat sans refléter la réalité physique. Il a passé des années à essayer de réconcilier sa formule avec la physique classique, et sans succès. Planck avait ouvert la boîte de Pandore de la physique quantique et il était le premier à regretter de l'avoir fait. Mais 5 ans plus tard, en 1905, un jeune employé de bureau de brevet à Berne, en Suisse, allait prendre l'idée de Planck et la pousser jusqu'à ses conséquences les plus radicales. Son nom était Albert Einstein, et cette année 1905, son annus mirabilis, son année miraculeuse, allait changer le cours de la physique pour toujours. Parmi les 4 articles révolutionnaires qu'Einstein a publiés cette année-là, l'un d'eux traitait d'un phénomène appelé l'effet photoélectrique. Et c'est cet article, pas la relativité, qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1921. L'effet photoélectrique avait été observé pour la première fois par Heinrich Hertz en 1887. Le phénomène est simple à décrire. Quand vous éclairez une surface métallique avec de la lumière, des électrons sont éjectés de la surface. Jusque-là, rien de mystérieux. La lumière transporte de l'énergie, et cette énergie arrache des électrons au métal. Mais quand les physiciens ont examiné les détails de ce phénomène, ils ont trouvé des résultats profondément déconcertants qui contredisaient totalement la physique classique. Selon la théorie classique des ondes, si la lumière est une onde continue, alors augmenter l'intensité de la lumière, la rendre plus brillante, devrait augmenter l'énergie transmise aux électrons, et donc augmenter la vitesse à laquelle ils sont éjectés. De la lumière plus brillante devrait produire des électrons plus rapides. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Augmenter l'intensité de la lumière produit plus d'électrons éjectés, mais pas des électrons plus rapides. La vitesse des électrons éjectés ne dépend que de la couleur, la fréquence de la lumière utilisée. De la lumière violette éjecte des électrons plus rapides que de la lumière rouge, quelle que soit l'intensité de chacune. Et voici ce qui est encore plus bizarre. En dessous d'une certaine fréquence seuil, aucune quantité de lumière, aussi brillante soit-elle, ne peut éjecter ne serait-ce qu'un seul électron. Vous pouvez inonder un morceau de métal avec la lumière rouge la plus intense jamais créée, des trillions de photons par seconde, et rien ne se passe. Pas un seul électron n'est éjecté. Mais si vous utilisez ne serait-ce qu'un filet de lumière ultraviolette, très faible, les électrons commencent immédiatement à jaillir. La théorie classique des ondes ne peut absolument pas expliquer ce comportement. Si la lumière était une onde continue, l'énergie s'accumulerait graduellement dans l'électron, et avec suffisamment de temps et d'intensité, n'importe quelle fréquence de lumière devrait finir par éjecter des électrons. Mais ce n'est pas ce qui se passe. L'éjection est instantanée au-dessus de la fréquence seuil,
et impossible en dessous, quelle que soit l'intensité. L'explication d'Einstein était audacieuse et révolutionnaire. La lumière, a-t-il proposé, n'est pas seulement une onde. Elle est aussi constituée de particules, des quanta de lumière, que nous appelons maintenant des photons. Chaque photon transporte une quantité d'énergie précise, déterminée par sa fréquence. E égale H fois F, exactement comme Planck l'avait proposé. Quand un photon frappe un électron dans le métal, il transfère toute son énergie à l'électron en une seule interaction. Si cette énergie est suffisante pour surmonter la force qui retient l'électron dans le métal, le travail de sortie, l'électron est éjecté et toute énergie excédentaire se transforme en énergie cinétique, c'est-à-dire en vitesse. Si l'énergie du photon n'est pas suffisante, si sa fréquence est trop basse, l'électron reste en place, peu importe combien de photons le bombardent. Un photon, un électron. C'est une interaction de 1 à 1, de particule à particule. Voici où notre histoire commence véritablement. La lumière n'est pas simplement une vague qui lave les électrons. La lumière est constituée de balles individuelles, et chaque balle a une quantité d'énergie spécifique déterminée par sa couleur. Et quand une balle de photons frappe un électron, quelque chose de magique se produit. En 1913, mais le physicien danois Niels Bohr a franchi l'étape suivante dans notre compréhension de la relation lumière-électron en proposant un nouveau modèle de l'atome. Bohr s'est concentré sur l'atome le plus simple, l'hydrogène, avec un seul proton et un seul électron. Et il a proposé quelque chose de radical. Les électrons, dans les atomes, ne peuvent exister que dans des niveaux d'énergie spécifiques et discrets. Pas n'importe où, pas à n'importe quelle énergie, seulement à certains niveaux précis et définis, comme les marches d'un escalier, et non comme une rampe continue. C'est une idée profondément étrange si vous y réfléchissez. Imaginez une balle rebondissant dans une pièce. Selon la physique classique, cette balle peut avoir n'importe quelle énergie, elle peut se déplacer à n'importe quelle vitesse. Mais si la balle se comportait comme un électron dans un atome de Bohr, elle ne pourrait se déplacer qu'à certaines vitesses spécifiques, disons 1 mètre par seconde, ou 3 mètres par seconde, ou 7 mètres par seconde, mais jamais à 2 mètres par seconde, ou 5 mètres par seconde. Les vitesses intermédiaires seraient simplement interdites par les lois de la physique. Et voici le lien crucial avec la lumière. Quand un électron saute d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, où il émet un photon dont l'énergie est exactement égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Et quand un électron absorbe un photon dont l'énergie correspond exactement à la différence entre son niveau actuel et un niveau supérieur, il saute vers le haut. Si l'énergie du photon ne correspond à aucune transition possible, si elle est trop grande, trop petite, ou entre deux valeurs permises, l'électron ne l'absorbe simplement pas. C'est tout ou rien. L'électron est un auditeur sélectif qui n'écoute que les notes qui correspondent à ses fréquences de résonance. Ce modèle a résolu un mystère qui avait déconcerté les physiciens pendant des décennies, le spectre des raies d'émission des éléments. Quand vous chauffez un gaz et analysez la lumière qu'il émet à travers un prisme ou un réseau de diffraction, vous ne voyez pas un spectre continu de couleurs comme avec la lumière blanche. Au lieu de cela, vous voyez des raies individuelles, des couleurs spécifiques et distinctes.
L'hydrogène, par exemple, émet une raie rouge caractéristique, une raie bleu-vert, une raie bleue et une raie violette. Chaque élément a son propre ensemble unique de raies spectrales, comme une empreinte digitale lumineuse. Le modèle de Bohr expliquait pourquoi chaque raie correspond à un électron sautant entre deux niveaux d'énergie spécifiques. Et la raie rouge de l'hydrogène correspond à un électron tombant du troisième au deuxième niveau. La raie bleu-vert correspond à un saut du quatrième au deuxième niveau, et ainsi de suite. Cette découverte a des implications cosmiques stupéfiantes. Puisque chaque élément a son empreinte spectrale unique, nous pouvons déterminer la composition chimique des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, d'objets situés à des millions et des milliards d'années-lumière, simplement en analysant la lumière qu'ils émettent. Nous n'avons jamais mis le pied sur une étoile lointaine. Nous n'avons jamais prélevé un échantillon d'une nébuleuse. Mais nous savons exactement de quoi ils sont faits, parce que les électrons, dans leurs atomes, nous envoient des messages codés dans la lumière. Chaque couleur que vous voyez dans une enseigne au néon, chaque couleur dans un feu d'artifice, chaque couleur dans un coucher de soleil, c'est un électron tombant d'un niveau d'énergie à un autre, libérant un photon. La lumière est la voix de l'électron, et chaque couleur est une note différente dans la chanson de l'électron. En 1923, une autre preuve écrasante de la nature particule de la lumière est venue d'Arthur Compton, un physicien américain. Compton a réalisé une expérience dans laquelle il a dirigé des rayons X, des photons de très haute énergie, vers des électrons. Ou quand les rayons X étaient diffusés par les électrons, leur longueur d'onde augmentait, ce qui signifie que leur énergie diminuait. C'est exactement ce qui se passe quand une boule de billard frappe une autre boule de billard. La première boule perd de l'énergie et la seconde en gagne. Le fait que la longueur d'onde des rayons X changeait après avoir interagi avec les électrons ne pouvait s'expliquer que si les rayons X se comportaient comme des particules, des photons, avec un moment cinétique défini, rebondissant sur les électrons comme des billes dans un jeu de billard cosmique. Ce phénomène, appelé diffusion Compton, était la preuve finale que les photons étaient de véritables particules, pas seulement un artifice mathématique. En 1900, Planck avait dit que l'énergie venait en paquets, mais n'y croyait pas. En 1905, Einstein avait dit que la lumière était faite de particules, mais ne pouvait pas le prouver complètement. En 1923, Compton avait montré que les photons et les électrons rebondissaient les uns sur les autres comme de petites boules de billard. La révolution quantique n'était plus une théorie. C'était un fait. Mais alors, nous sommes confrontés à un paradoxe qui devrait faire fondre votre cerveau. L'expérience de Young a prouvé que la lumière est une onde. Elle crée des motifs d'interférence. L'effet photoélectrique et la diffusion Compton ont prouvé que la lumière est une particule. Elle interagit un à un avec les électrons. Comment la lumière peut-elle être deux choses à la fois? Comment peut-elle être à la fois une onde continue qui se propage dans l'espace et une particule localisée qui frappe les électrons comme une bille? C'est le paradoxe de la dualité onde-particule. C'est l'un des aspects les plus fondamentaux et les plus troublants de la mécanique quantique. Et en 1924, un jeune physicien français nommé Louis de Broglie a rendu ce paradoxe encore plus profond et plus universel. Dans sa thèse de doctorat,
Il a fait ça dans sa thèse de doctorat. De Broglie a proposé une idée audacieuse. Si la lumière, qui était traditionnellement considérée comme une onde, se comporte aussi comme une particule, alors peut-être que les particules, comme les électrons, qui étaient traditionnellement considérés comme des particules, se comportent aussi comme des ondes. De Broglie a proposé que chaque particule a une longueur d'onde associée, donnée par la formule lambda égale h, divisé par p, où h est la constante de Planck et p est le moment de la particule. Plus la particule est lourde ou plus elle se déplace vite, plus sa longueur d'onde est courte. Pour les objets macroscopiques, une balle de tennis, une voiture ou un être humain, la longueur d'onde de Broglie est extraordinairement petite, bien trop petite pour être détectée. C'est pourquoi nous n'observons pas d'effets ondulatoires dans notre vie quotidienne. Mais pour les électrons, qui sont extrêmement légers, la longueur d'onde est comparable à la taille des atomes. Et en 1927, cette prédiction a été confirmée expérimentalement par Clinton Davison et Lester Germer aux États-Unis et indépendamment par George Paget Thomson au Royaume-Uni. Ils ont montré que des faisceaux d'électrons créaient des motifs de diffraction, exactement comme les ondes, quand ils étaient dirigés vers des cristaux. Les électrons interféraient avec eux-mêmes, tout comme les ondes lumineuses dans l'expérience de Young. Voici où votre cerveau devrait se briser. La lumière, que nous pensions être une onde, s'est révélée être aussi une particule. Et les électrons, que nous pensions être des particules, se sont révélés être aussi des ondes. Et la lumière et les électrons sont des miroirs l'un de l'autre. Ils sont deux expressions d'une même réalité quantique sous-jacente. Tout dans l'univers, chaque photon, chaque électron, chaque proton, chaque atome, chaque molécule, possède cette double nature. Tout est à la fois onde et particule. Tout est à la fois étendu dans l'espace et localisé en un point. La réalité elle-même refuse de choisir entre ces deux descriptions, car elle est plus profonde que les deux. Maintenant, nous entrons dans le cœur de la révolution quantique. Les années 1920 ont été une période d'effervescence intellectuelle sans précédent dans l'histoire de la physique. Des esprits brillants, la plupart dans la vingtaine ou la trentaine, se battaient pour créer un cadre mathématique cohérent qui pourrait décrire ce nouveau monde quantique. Et deux approches très différentes ont émergé presque simultanément. En 1925, Werner Heisenberg, un jeune physicien allemand de seulement 23 ans, souffrant de rhume des foins sur l'île d'Helgoland en mer du Nord, a développé ce qu'on appelle la mécanique des matrices. L'approche de Heisenberg était radicale dans son abstraction. Il a décidé de ne décrire que les quantités directement observables, les fréquences et les intensités des raies spectrales, et a découvert que ces quantités pouvaient être organisées en tableaux de nombres, des matrices qui obéissaient à des règles mathématiques spécifiques. Fait remarquable, ces matrices ne commutaient pas. A fois B n'était pas égal à B fois A. Cela signifiait que l'ordre dans lequel vous effectuez les mesures quantiques importait, mesurer la position puis la vitesse, donnait un résultat différent de mesurer la vitesse puis la position. C'est cette non-commutativité qui allait conduire directement au principe d'incertitude. Puis, en 1926, Erwin Schrödinger, un physicien autrichien, a développé une approche complètement différente. C'est inspiré par l'hypothèse de
de Broglie sur les ondes de matière, Schrödinger a créé une équation, l'équation de Schrödinger, qui décrit comment la fonction d'onde quantique évolue dans le temps. Cette équation est aux particules quantiques ce que les lois de Newton sont aux objets classiques. Elle vous dit comment le système évolue, comment il change d'un instant à l'autre. La fonction d'onde, notée psi, contient toute l'information sur un système quantique. Si vous connaissez la fonction d'onde, vous savez tout ce qu'il est possible de savoir sur le système. Mais il y avait une question cruciale. Qu'est-ce que la fonction d'onde? Qu'est-ce qui ondule exactement? Schrödinger pensait initialement que la fonction d'onde représentait quelque chose de physiquement réel, une sorte de charge électrique étalée dans l'espace. Mais Max Born, un autre physicien allemand, a proposé une interprétation différente, ou plus troublante. Le carré de la valeur absolue de la fonction d'onde, valeur absolue de psi au carré, donne la probabilité de trouver la particule à un endroit donné. La fonction d'onde n'est pas une chose physique. C'est une onde de probabilité. L'univers, au niveau le plus fondamental, n'est pas déterministe. Il est probabiliste. Le hasard est tissé dans la structure même de la réalité. Et ce n'est pas parce que nous manquons d'informations. C'est parce que l'information elle-même est fondamentalement incomplète avant que la mesure ne soit effectuée. Le plus remarquable, c'est que les approches de Heisenberg et de Schrödinger, bien que complètement différentes dans leur formalisme mathématique, l'une utilisant des matrices abstraites, l'autre utilisant des ondes continues, donnent des prédictions identiques. Elles sont mathématiquement équivalentes. Deux langages complètement différents décrivent la même réalité sous-jacente. C'est comme si deux cartographes, utilisant des méthodes complètement différentes, l'un dessinant à main levée, l'autre utilisant des photographies aériennes, produisaient exactement la même carte au détail près. Cela suggère fortement que la réalité qu'ils décrivent est réelle et pas seulement un artefact de la méthode mathématique utilisée. Approfondissons maintenant le principe d'incertitude de Heisenberg. Car il est absolument central à la relation entre la lumière et les électrons. Le principe d'incertitude stipule que le produit des incertitudes sur la position et le moment d'une particule est toujours supérieur ou égal à une constante fondamentale, h bar sur 2, où h bar est la constante de Planck réduite. En termes simples, plus vous connaissez précisément la position d'un électron, moins vous pouvez connaître sa vitesse et vice-versa. Et ce n'est pas un problème technique. Et ce n'est pas parce que nos instruments sont trop grossiers. C'est une propriété fondamentale de la nature. Pour comprendre pourquoi, pensez à une analogie musicale. Imaginez un son qui est parfaitement localisé dans le temps. Un claquement de doigts, un clic instantané. Ce son a une position temporelle parfaitement définie. Mais quelle est sa fréquence? Il n'a pas de fréquence définie, c'est un bruit blanc qui contient toutes les fréquences simultanément. Maintenant, imaginez un son qui est une note musicale pure et continue, un la parfait à 440 Hz qui dure éternellement. Ce son a une fréquence parfaitement définie. Mais quelle est sa position dans le temps? Il n'en a pas. Il est étalé sur toute la durée. Vous ne pouvez pas avoir simultanément une position temporelle précise et une fréquence précise. C'est un fait mathématique, pas une limitation technologique. Et c'est exactement ce qui se passe avec les électrons.
La position et le moment sont des propriétés complémentaires qui ne peuvent pas être simultanément précises, tout comme la position temporelle et la fréquence d'un son. Et puis, il y a la superposition quantique, l'idée la plus contre-intuitive de toute la physique. Avant d'être mesuré, un système quantique peut exister dans plusieurs états simultanément. Un électron peut être simultanément ici, ET là. Donc, il peut avoir simultanément un spin vers le haut, ET, un spin vers le bas. Il peut être simultanément dans un état d'énergie élevé, ET, dans un état d'énergie bas. Ce n'est pas qu'il est dans un état et que nous ne savons pas lequel. Il est réellement dans les deux états en même temps. C'est une superposition. Erwin Schrödinger a illustré l'absurdité apparente de cette idée avec sa célèbre expérience de pensée du chat de Schrödinger en 1935. À imaginer un chat enfermé dans une boîte avec un dispositif qui a 50% de chance de libérer un poison mortel dans l'heure. Selon la mécanique quantique, avant qu'on ouvre la boîte et qu'on mesure l'état du système, le chat est dans une superposition. Il est simultanément vivant, ET mort. Ce n'est qu'en ouvrant la boîte, en effectuant une mesure, que le système choisit un état définitif. Il est important de comprendre que Schrödinger a proposé cette expérience de pensée non pas pour célébrer la mécanique quantique, mais pour montrer ce qu'il considérait comme son absurdité. Il essayait de dire « Regardez à quel point cette théorie est ridicule !» Elle prétend qu'un chat peut être à la fois vivant et mort. Mais l'histoire de la science a un sens de l'ironie mordant. Les expériences ont confirmé que la superposition quantique est réelle au niveau microscopique, même si ses effets se diluent au niveau macroscopique à cause de la décohérence, l'interaction avec l'environnement. Et voici le lien crucial avec notre sujet. Quand un photon est absorbé par un électron, il provoque une transition entre les états de superposition de l'électron. La lumière ne se contente pas de pousser les électrons. La lumière transforme l'état quantique de l'électron. Chaque photon est comme une clé qui ouvre une porte spécifique dans le manoir quantique de l'électron. Et ce processus de transformation, cet échange d'énergie et d'informations entre un photon et un électron, est l'événement le plus fondamental de tout l'univers. Parlons maintenant d'un autre aspect extraordinaire de la relation entre la lumière et les électrons, l'intrication quantique que Einstein a appelée action fantomatique à distance. En 1935, Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen ont publié un article célèbre, le paradoxe EPR, qui pointait du doigt une conséquence apparemment absurde de la mécanique quantique. Selon la théorie, deux particules peuvent être intriquées de telle manière que la mesure de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Si vous mesurez le spin d'un électron intriqué et que vous trouvez vers le haut, et vous savez instantanément que le spin de son partenaire est vers le bas, même si ce partenaire se trouve de l'autre côté de la galaxie. Einstein pensait que cette conclusion absurde prouvait que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir des variables cachées qui prédéterminaient les résultats des mesures. Mais en 1964, le physicien irlandais John Stuart Bell a démontré un théorème remarquable, le théorème de Bell, qui montrait qu'on pouvait concevoir des expériences pour distinguer entre les variables cachées et la mécanique quantique.
Et quand ces expériences ont été réalisées d'abord par John Clauser dans les années 1970, puis de manière plus rigoureuse par Alain Aspect en 1982, et enfin de manière définitive par plusieurs groupes dans les années 2010 et 2020, les résultats ont été clairs. Einstein avait tort. L'intrication est réelle. La mesure d'une particule affecte instantanément son partenaire distant. La mécanique quantique est complète, ou du moins, les variables cachées locales ne peuvent pas la remplacer. Et voici le lien profond avec notre sujet. Les photons intriqués sont créés par des transitions d'électrons. Et quand un électron dans un atome descend à travers plusieurs niveaux d'énergie, il peut émettre des paires de photons intriqués. 2 photons dont les propriétés sont mystérieusement corrélées. Les connexions les plus profondes de l'univers. Des connexions qui transcendent l'espace et le temps. Sont forgées par la relation entre la lumière et les électrons. Et puis, il y a le problème de la mesure. Peut-être le mystère le plus profond et le plus troublant de toute la physique quantique. Quand un système quantique est en superposition, il existe simultanément dans plusieurs états. Mais quand nous le mesurons, nous ne trouvons jamais une superposition. Nous trouvons toujours un résultat défini. Quelque chose se passe lors de la mesure qui fait s'effondrer la superposition en un seul état. Mais qu'est-ce qui constitue exactement une mesure? Un détecteur physique? Un appareil de mesure? Un être humain conscient? Un chat? L'interprétation de Copenhague, développée principalement par Bohr et Heisenberg, dit que la fonction d'onde s'effondre lors de la mesure, mais reste vague sur ce qui constitue exactement une mesure. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett en 1957, dit qu'il n'y a jamais d'effondrement. Chaque résultat possible se réalise dans un univers parallèle séparé. La décohérence, une approche plus moderne, montre comment l'interaction avec l'environnement détruit progressivement les superpositions, créant l'apparence d'un effondrement sans nécessiter un mécanisme mystérieux. Mais dans presque toutes ces approches, le rôle de la lumière est central. Presque chaque mesure que nous effectuons implique des photons interagissant avec des électrons. Nous voyons le monde en envoyant des photons vers les objets et en détectant les photons qui reviennent. Nos détecteurs fonctionnent en capturant des photons ou en mesurant des courants d'électrons. Même nos yeux, les instruments de mesure les plus intimes que nous possédions, fonctionnent par l'absorption de photons par des électrons dans les molécules de rhodopsine de notre rétine. Voici une pensée vertigineuse. Chaque fois que vous observez quoi que ce soit, chaque fois que la lumière entre dans vos yeux et interagit avec les électrons de votre rétine, vous participez peut-être à l'effondrement de la fonction d'onde de la réalité elle-même. Vos yeux ne sont pas des caméras passives. Ils sont des machines génératrices de réalité. Nous arrivons maintenant au sommet de notre voyage. La théorie qui unifie tout ce que nous avons appris jusqu'ici en une seule description cohérente et spectaculairement précise de la relation entre la lumière et les électrons. Cette théorie s'appelle l'électrodynamique quantique, ou QED, et elle est, selon de nombreux physiciens, la théorie la plus réussie et la plus précise que l'humanité ait jamais créée. Non, mais avant de pouvoir comprendre la QED, nous devons comprendre le problème qu'elle résout. Dans les années 1930,
les physiciens avaient deux théories magnifiques, mais incompatibles. D'un côté, la mécanique quantique, qui décrivait le comportement des particules au niveau subatomique avec une précision remarquable. De l'autre, la relativité restreinte d'Einstein, qui décrivait le comportement des objets se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière. Le problème était que ces deux théories ne fonctionnaient pas bien ensemble. La mécanique quantique de Schrödinger n'était pas compatible avec la relativité restreinte. Elle ne prenait pas en compte le fait que l'espace et le temps sont liés et que la masse et l'énergie sont interconvertibles via E égale mc². On crée une théorie qui combine la mécanique quantique, ET, la relativité restreinte. Une théorie qui décrit comment la lumière et les électrons interagissent dans un cadre cohérent qui respecte les deux, était le mont Everest de la physique du XXe siècle. Le premier pas vers cette unification a été fait par un homme extraordinaire, Paul Adrien Maurice Dirac. Né à Bristol en Angleterre en 1902, Dirac était un génie d'un type rare, silencieux, réservé, presque pathologiquement laconique, mais capable de percer à travers les couches de la réalité avec une clarté mathématique sans précédent. En 1928, à l'âge de seulement 25 ans, Dirac a écrit une équation qui allait changer notre compréhension de l'univers, pour toujours, l'équation de Dirac. L'équation de Dirac est une équation d'onde relativiste pour l'électron, c'est-à-dire une équation qui décrit le comportement quantique de l'électron d'une manière qui est pleinement compatible avec la relativité restreinte d'Einstein. Elle est mathématiquement élégante, presque miraculeusement belle dans sa simplicité et sa symétrie. Et elle fonctionnait. Elle prédisait correctement le spin de l'électron, cette propriété mystérieuse qui exige une rotation de 720 degrés, qui apparaissait naturellement dans l'équation sans avoir besoin d'être ajoutée artificiellement. Elle prédisait correctement le moment magnétique de l'électron avec une précision remarquable. Elle unifiait la mécanique quantique et la relativité restreinte dans un cadre cohérent. Mais l'équation de Dirac avait une caractéristique étrange. J'ai comme une équation quadratique qui a deux solutions, une positive et une négative. L'équation de Dirac avait deux types de solutions. L'un correspondait à un électron normal avec une énergie positive et une charge négative. L'autre correspondait à quelque chose de mystérieux, une particule avec la même masse que l'électron, mais avec une charge positive et ce qui semblait être une énergie négative. Dirac était initialement perplexe par cette deuxième solution. Il a essayé de l'ignorer, de l'expliquer, de la faire disparaître. Il a même proposé une théorie bizarre, la mer de Dirac, dans laquelle tout l'espace serait rempli d'un océan infini d'électrons d'énergie négative, et un trou dans cette mer apparaîtrait comme une particule de charge positive. Mais finalement, il a dû accepter la conclusion inescapable de ses propres mathématiques. L'équation prédisait l'existence d'une nouvelle particule, l'antiélectron, que nous appelons maintenant le positron. Et en 1900 au Tretito, le physicien américain Carl Anderson, en étudiant les rayons cosmiques avec une chambre à brouillard, a découvert exactement cette particule, le positron, avec exactement la masse et la charge opposée prédites par l'équation de Dirac. Les mathématiques avaient prédit l'existence d'une forme entièrement nouvelle de matière, l'antimatière, avant qu'elle ne soit observée. L'équation était plus intelligente que le physicien qui l'avait écrite.
C'est la relation entre la lumière et les électrons était si profonde, si fondamentale, que les mathématiques elles-mêmes avaient exigé l'existence d'un univers miroir entier de matière, un univers d'antiparticules. Chaque particule de matière a une antiparticule correspondante. L'électron a le positron, le proton a l'antiproton, le quark à l'antiquark. Et quand une particule rencontre son antiparticule, quelque chose de spectaculaire se produit. Elles s'annihilent mutuellement, puis convertissant toute leur masse en pure énergie en photons. E égale mc carré dans sa manifestation la plus littérale et la plus dramatique. Toute la masse des deux particules se transforme en lumière. Et le processus inverse est également possible. Un photon suffisamment énergétique peut spontanément se transformer en une paire particules-antiparticules, créant de la matière à partir de pure lumière. La lumière peut devenir matière. La matière peut devenir lumière. Ah, elles sont interconvertibles. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est de la physique mesurée, confirmée et quotidienne dans les accélérateurs de particules du monde entier. Chaque seconde, dans le grand collisionneur de hadrons du CERN, des millions de paires particules-antiparticules sont créées à partir de l'énergie pure des collisions, et des millions d'annihilations convertissent la matière en lumière. La frontière entre la lumière et la matière n'est pas une frontière du tout. Mais que c'est une porte tournante. Mais même avec l'équation de Dirac, les physiciens ont rencontré un problème monstrueux quand ils ont essayé de calculer les détails de l'interaction entre la lumière et les électrons. Quand ils appliquaient les règles de la théorie quantique des champs, le cadre mathématique qui combine la mécanique quantique et la relativité restreinte pour calculer des quantités simples comme la probabilité qu'un électron diffuse un photon, ils obtenaient des réponses infinies. Et pas de grand nombre. Infini. Les calculs divergeaient, donnant des résultats absurdes et inutiles. Le problème venait de ce qu'on appelle les particules virtuelles. Dans la théorie quantique des champs, l'espace vide n'est pas vide du tout. C'est une mousse bouillonnante de particules virtuelles, des paires particules, antiparticules, qui apparaissent brièvement de nulle part, empruntant de l'énergie au vide grâce au principe d'incertitude de Heisenberg, fait avant de s'annihiler et de rendre cette énergie. Un électron ne se contente pas d'interagir avec le photon que vous lui envoyez. Il interagit avec tous les photons virtuels et toutes les paires électrons-positrons virtuels dans son voisinage. Et quand vous essayez de faire la somme de toutes ces interactions, une somme qui implique des particules virtuelles de toutes les énergies possibles, y compris des énergies arbitrairement élevées, vous obtenez l'infini. Oh, c'était une crise existentielle pour la physique théorique. La théorie semblait clairement correcte dans ses principes. Elle prédisait des phénomènes réels. Elle était cohérente avec la relativité et la mécanique quantique. Mais les calculs donnaient n'importe quoi. Les physiciens savaient que la théorie était juste dans son esprit, mais ces mathématiques explosaient. La solution est venue à la fin des années 1940, mais grâce au travail indépendant de 3 physiciens extraordinaires, Richard Feynman aux États-Unis, Julian Schwinger, également aux États-Unis, et Shinichiro Tomonaga au Japon. Chacun d'entre eux, utilisant des méthodes différentes, a développé une technique pour domestiquer les infinis, une technique appelée renormalisation. L'idée de la renormalisation est à la fois simple et profonde.
Les infinis qui apparaissent dans les calculs viennent du fait que l'électron nu, l'électron sans son nuage de particules virtuelles, aurait une masse et une charge infinies. Mais nous ne mesurons jamais l'électron nu. Nous mesurons toujours l'électron habillé, l'électron entouré de son nuage de particules virtuelles. Et l'électron habillé a une masse et une charge finies et mesurables. La technique de renormalisation consiste à réabsorber systématiquement les infinis dans des redéfinitions de la masse et de la charge de l'électron. On remplace la masse infinie de l'électron nu par la masse finie mesurée et la charge infinie de l'électron nu par la charge finie mesurée. Et miraculeusement, toutes les autres quantités physiques deviennent finies et calculables. Cela peut sembler de la triche. Même Feynman l'a décrit comme balayer la saleté sous le tapis. Mais ça fonctionne. Et pas seulement approximativement. Les prédictions de l'électrodynamique quantique renormalisée correspondent aux mesures expérimentales avec une précision de 12 décimales. 12 décimales, c'est la prédiction la plus précise de toute l'histoire de la science. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, c'est comme prédire la distance entre New York et Los Angeles avec une précision inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Et aucune autre théorie en physique, ni en chimie, ni en biologie, ni dans aucune autre science, n'atteint, ne serait-ce qu'un dixième de cette précision. Imaginez qu'on vous donne une carte dessinée par un fou, pleine de distances impossibles et de routes infinies. Mais vous trouvez un moyen de plier cette carte d'une manière très précise, et chaque pli absorbe un infini. Et ce qui reste est une carte parfaite, exacte de la réalité. C'est essentiellement ce que Feynman et Schwinger et Tomonaga ont fait avec l'électrodynamique quantique. Richard Feynman a apporté une contribution supplémentaire extraordinaire à notre compréhension de la QED. Il a inventé un langage visuel pour les interactions entre particules, connu sous le nom de diagramme de Feynman. Ces diagrammes sont des représentations graphiques qui montrent comment les particules interagissent. Les lignes droites représentent les fermions, comme les électrons et les positrons, et les lignes ondulées représentent les bosons, comme les photons. Et les points où les lignes se rencontrent, les vertex, représentent les interactions fondamentales. Et voici ce qui est véritablement stupéfiant. Dans l'électrodynamique quantique, il n'y a qu'un seul vertex fondamental. Un seul. C'est le point où un électron émet ou absorbe un photon. C'est l'événement le plus basique de la QED. Tout le reste, absolument tout, est construit à partir de combinaisons de ce vertex unique. À la diffusion d'un électron par un autre électron, deux vertex, un électron émet un photon virtuel, l'autre l'absorbe. L'annihilation d'un électron et d'un positron en deux photons, deux vertex combinés d'une manière différente. La création d'une paire électron-positron par un photon, encore deux vertex. Le calcul du moment magnétique anormal de l'électron, la quantité que la QED prédit avec une précision de 12 décimales. Des millions de diagrammes avec des dizaines de vertex chacun, mais tous construits à partir du même bloc de base. Toute la chimie, toute la biologie, toute la technologie. Chaque lumière que vous avez jamais vue, chaque surface que vous avez jamais touchée, chaque pensée que vous avez jamais eue, tout cela se résume à un diagramme de base, un électron émettant ou absorbant un photon. Un seul vertex.
c'est le secret de la réalité. Et au cœur de ce vertex, il y a un nombre, un seul nombre, qui détermine la force de l'interaction entre la lumière et les électrons. Ce nombre est la constante de structure fine, notée alpha, et sa valeur est approximativement un divisé par 137,036. Ce nombre est l'un des plus mystérieux et des plus fondamentaux de toute la physique. La constante de structure fine détermine la force du couplage électromagnétique, c'est-à-dire la force avec laquelle les photons et les électrons interagissent. Si alpha était plus grand, l'interaction serait plus forte. Si alpha était plus petit, l'interaction serait plus faible. Et la valeur spécifique d'alpha, environ 1 sur 137, est cruciale pour l'existence de tout ce que nous connaissons. Ce qui rend alpha si spécial, c'est qu'il s'agit d'un nombre sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité. Il ne dépend pas du système de mesure que vous utilisez. Que vous mesuriez en mètres ou en pieds, en kilogrammes ou en livres, en secondes ou en heures, alpha est toujours le même nombre. N'importe quelle civilisation extraterrestre, n'importe où dans l'univers, utilisant n'importe quel système de mesure, trouverait exactement le même nombre. C'est un fait brut et irréductible de l'univers, un nombre pur qui semble être inscrit dans le tissu même de la réalité. Si alpha était légèrement différent, les conséquences seraient catastrophiques. Si alpha était plus grand, disons 2 fois plus grand, les noyaux atomiques se repousseraient si fort que pratiquement aucun élément au-delà de l'hydrogène ne pourrait exister. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, pas de chimie, pas de vie. Si alpha était plus petit, disons 2 fois plus petit, les électrons seraient si faiblement liés au noyau que les atomes seraient énormes et fragiles, incapables de former des molécules complexes. La chimie serait radicalement différente. Et la vie telle que nous la connaissons serait probablement impossible. Richard Feynman a dit de ce nombre. Tous les bons physiciens théoriciens affichent ce nombre sur leur mur et s'inquiètent à son sujet. C'est l'un des plus grands mystères de la physique, un nombre magique qui nous arrive sans aucune compréhension. Nous ne savons pas d'où il vient, pourquoi il a cette valeur, ou s'il est lié à quelque chose d'autre. C'est une beauté et une abomination. Un bon nombre divin qui, à ce jour, il reste un mystère. Ce nombre, 1 sur 137, est l'ADN de l'univers. Il code la force exacte de la relation entre la lumière et les électrons. Changez-le et la réalité s'effiloche. Gardez-le et vous obtenez des atomes, des étoiles, des planètes, des océans, la vie, la conscience. Tout ce que vous êtes existe à cause de ce seul nombre. Et personne ne sait pourquoi il a cette valeur. C'est, de manière argumentable, le problème non résolu le plus profond de toute la physique. Nous sommes maintenant au cœur de cette vidéo. Nous avons remonté depuis la Grèce antique jusqu'à la théorie la plus précise de l'histoire humaine. Et tout se résume à une seule interaction, un seul vertex, un seul nombre. Mais nous n'avons pas fini, car cette relation entre la lumière et les électrons n'explique pas seulement les atomes et la chimie. Elle explique l'entièreté de l'univers visible. Restez avec moi, la prochaine partie va vous couper le souffle. Et si vous êtes encore là, si vous faites partie d'une audience rare qui se soucie véritablement de comprendre la réalité à son niveau le plus profond. Montrez un peu d'amour, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec quelqu'un
qu'il apprécierait. Maintenant, explorons comment la relation entre la lumière et les électrons construit littéralement tout l'univers visible autour de nous. Commençons par les atomes eux-mêmes, les briques de base de toute la matière que vous voyez, touchez et êtes. Les orbitales des électrons, ces nuages de probabilité qui entourent le noyau atomique, ne sont pas de simples sphères floues. Elles ont des formes spécifiques et distinctes, dictées par les solutions de l'équation de Schrödinger pour l'atome en question. Les orbitales S sharp sont sphériques. Les orbitales P principales ont la forme d'altère, avec 2 lobes de part et d'autre du noyau. Les orbitales D diffuses ont des formes encore plus complexes, avec 4 ou 5 lobes. Et les orbitales F fondamentales sont d'une complexité géométrique qui défie l'imagination. Ces formes ne sont pas aléatoires. Elles sont la conséquence directe de l'interaction quantique entre les électrons et le champ électromagnétique, c'est-à-dire entre les électrons et les photons virtuels qui médient la force électromagnétique. Et ces formes déterminent tout. La forme des orbitales détermine comment les atomes se lient les uns aux autres pour former des molécules. Est-ce quand 2 atomes forment une liaison chimique, ce qui se passe fondamentalement, c'est que leurs orbitales d'électrons se chevauchent et se combinent, créant de nouvelles orbitales moléculaires partagées. Les électrons sont mis en commun entre les 2 atomes, et cette mise en commun crée une force attractive qui maintient les atomes ensemble. Et cette force attractive est médiée par des photons virtuels, le champ électromagnétique. Chaque liaison chimique dans l'univers est, au niveau le plus fondamental, le résultat d'électrons trouvant des configurations énergétiquement favorables en partageant des orbitales avec des photons virtuels servant d'intermédiaires. Chaque molécule dans votre corps, chaque protéine, chaque brin d'ADN, chaque neurotransmetteur, chaque molécule d'eau, chaque molécule de graisse existe parce que des électrons ont trouvé des moyens énergétiquement favorables de se partager entre les atomes, médiés par l'échange de photons virtuels. Et la chimie entière de la vie est un ballet d'électrons et de photons. Et que dire des couleurs? Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi l'herbe est-elle verte? Pourquoi les métaux brillent-ils? Pourquoi le verre est-il transparent? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans la relation entre la lumière et les électrons. Commençons par la couleur. Quand la lumière blanche, qui contient toutes les couleurs du spectre visible, frappe un objet, les électrons dans les atomes de cet objet absorbent certaines longueurs d'onde et en réfléchissent d'autres. La couleur que vous voyez est la lumière qui est réfléchie, la lumière que l'objet n'a pas absorbée. Quand vous voyez une pomme rouge, ce qui se passe en réalité, c'est que les électrons dans les molécules de la peau de la pomme absorbent les photons bleus, verts, jaunes et oranges, mais réfléchissent les photons rouges. La pomme n'est pas rouge dans un sens absolu, car elle rejette le rouge. Le rouge est ce dont la pomme ne veut pas. Pourquoi le ciel est-il bleu? C'est un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. Quand la lumière du Soleil entre dans l'atmosphère terrestre, elle interagit avec les molécules de l'air, principalement l'azote et l'oxygène. Les photons de lumière interagissent avec les électrons dans ces molécules. Et cette interaction est plus forte pour les photons de courte longueur d'onde, bleu et violet, que pour les photons de longue longueur d'onde, rouge et orange.
Les photons bleus sont donc diffusés dans toutes les directions beaucoup plus que les photons rouges. Quand vous regardez le ciel loin du soleil, vous voyez cette lumière bleue diffusée. C'est pourquoi le ciel est bleu. Et au coucher du soleil, quand la lumière du soleil traverse une plus grande épaisseur d'atmosphère, presque toute la lumière bleue a été diffusée. Et seuls les photons rouges et oranges survivent le voyage direct. C'est pourquoi les couchers de soleil sont rouges et oranges. Pourquoi les métaux sont-ils brillants et réfléchissants? Les métaux contiennent des électrons libres, des électrons qui ne sont pas attachés à un atome spécifique, mais qui peuvent se déplacer librement à travers le matériau, formant ce qu'on appelle un gaz d'électrons ou un mer d'électrons. Mais que ces électrons libres peuvent absorber et réémettre des photons de pratiquement toutes les fréquences dans le spectre visible. Quand un photon frappe une surface métallique, un électron libre l'absorbe et le réémet presque instantanément dans la direction de la réflexion. C'est pourquoi les miroirs métalliques reflètent toutes les couleurs. Les électrons libres sont des interlocuteurs universels qui peuvent absorber et réémettre n'importe quel photon visible. Pourquoi le verre est-il transparent? C'est parce que les photons dans le spectre visible n'ont pas les bonnes énergies pour correspondre à des transitions d'électrons dans les molécules de verre. Les gaps d'énergie entre les niveaux électroniques dans le verre sont tels que les photons visibles passent tout droit sans être absorbés. C'est comme une porte qui ne s'ouvre qu'avec certaines clés. Les photons visibles n'ont pas la bonne clé pour interagir avec les électrons du verre, et alors ils passent à travers comme des fantômes à travers un mur. En revanche, les photons ultraviolets ont assez d'énergie pour interagir avec les électrons du verre, ce qui explique pourquoi le verre bloque les UV. Pourquoi les objets chauds brillent-ils? Quand vous chauffez un objet, l'énergie thermique excite les électrons vers des niveaux d'énergie plus élevés. Quand ces électrons retombent vers des niveaux d'énergie plus bas, ils émettent des photons. Plus l'objet est chaud, ou plus les électrons sont excités vers des niveaux élevés, et plus les photons émis ont une énergie élevée, c'est-à-dire une fréquence plus élevée. À basse température, les photons émis sont infrarouges, invisibles pour nous. À environ 500 degrés Celsius, l'objet commence à émettre de la lumière rouge visible. À des températures plus élevées, orange, jaune, blanc. Les étoiles les plus chaudes brillent en bleu. Tout ce que vous voyez, chaque couleur, chaque reflet, ou chaque ombre, est une histoire de photons et d'électrons se rencontrant, interagissant et se séparant. Parlons maintenant de la manière dont les étoiles brillent, car c'est l'un des exemples les plus magnifiques de la relation entre la lumière et les électrons à l'échelle cosmique. Au cœur du Soleil, où la température atteint 15 millions de degrés et la pression est inimaginable, les noyaux d'hydrogène, les protons, fusionnent pour former de l'hélium. Ce processus de fusion nucléaire libère une quantité colossale d'énergie conformément à la célèbre équation d'Einstein E égale mc². Une petite fraction de la masse des protons est convertie en énergie pure. Et cette énergie est emportée par des photons, des rayons gamma de très haute énergie. Mais ces photons ne s'échappent pas immédiatement du Soleil. Loin de là, le Soleil est si dense que les photons sont presque immédiatement absorbés par les électrons du plasma solaire. Et puis,
réémis dans une direction aléatoire, puis réabsorbé, puis réémis encore et encore et encore. Ce parcours aléatoire, cette marche au hasard de photon en photon, d'électron en électron, prend un temps extraordinairement long. On estime qu'il faut environ 100 000 ans pour qu'un photon voyage du cœur du Soleil à sa surface. 100 000 ans de conversation avec des électrons, d'absorption et de réémission, de changement de direction aléatoire. Et pendant ce voyage, où quelque chose de remarquable se produit, les photons perdent de l'énergie à chaque interaction. Les rayons gamma originaux, des photons mortellement énergétiques, sont progressivement dégradés en photons de plus en plus basse énergie. Quand ils atteignent enfin la surface du Soleil, ils se sont transformés en photons de lumière visible, de la douce lumière blanche que nous voyons tous les jours. Et une fois libérés de la surface du Soleil, ces photons ne mettent que 8 minutes et 20 secondes pour atteindre la Terre. La lumière du Soleil, qui réchauffe votre visage en ce moment, a commencé son voyage à l'intérieur du Soleil il y a environ 100 000 ans. Elle a été dans une conversation de 100 000 ans avec des électrons. Au moment où elle atteint votre peau, elle a été absorbée et réémise tant de fois qu'elle a été transformée d'un rayon gamma mortel en douce lumière visible. Et que c'est comme un message qui a été traduit d'une langue à l'autre 100 millions de fois et qui a finalement atteint vos oreilles dans une langue que vous pouvez comprendre. Et cette relation entre la lumière et les électrons est également la clé de notre capacité à comprendre l'univers au-delà de notre propre planète. Tout ce que nous savons sur les étoiles lointaines, les galaxies, les nébuleuses, les trous noirs et l'univers dans son ensemble vient de l'analyse de la lumière. Ou que la spectroscopie, l'art de décomposer la lumière en ses composantes, est l'outil le plus puissant de l'astronomie. Quand nous décomposons la lumière d'une étoile à travers un spectrographe, nous voyons un spectre continu ponctué de raies sombres, des raies d'absorption. Chacune de ces raies sombres correspond à une longueur d'onde spécifique qui a été absorbée par les électrons d'un élément particulier dans l'atmosphère de l'étoile. En identifiant ces raies, oui, nous pouvons déterminer avec précision quels éléments sont présents dans l'étoile. Nous pouvons déterminer sa température. Nous pouvons déterminer sa densité. Nous pouvons même déterminer à quelle vitesse elle se déplace vers nous ou s'éloigne de nous grâce à l'effet Doppler, le décalage des raies spectrales vers le rouge si l'étoile s'éloigne ou vers le bleu si elle s'approche. C'est d'ailleurs par cette méthode qu'Edwin Hubble a fait l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de la cosmologie. En analysant la lumière de galaxies lointaines dans les années 1920, Hubble a observé que les raies spectrales de presque toutes les galaxies étaient décalées vers le rouge, ce qui signifie qu'elles s'éloignaient de nous. Et plus une galaxie était lointaine, plus son décalage vers le rouge était important, ce qui signifie qu'elle s'éloignait plus rapidement. Et cette observation, la loi de Hubble, a été la première preuve directe que l'univers est en expansion. L'univers n'est pas statique, il n'est pas éternel et immuable. Il s'étend, il grandit, il se dilate. Et nous le savons uniquement parce que les électrons dans les atomes des galaxies lointaines ont absorbé des photons à des longueurs d'onde légèrement différentes de ce que nous attendions. La relation entre la lumière et les électrons nous a révélé l'expansion de l'univers.